Dans les années 1920 et 1930, associé à sa gloire, Weird Tales arborait fièrement sa devise, The Unique Magazine. Dans le champ des pulps, sans doute à l'époque donnait-il pourtant l'image d'une revue spécialisée parmi tant d'autres, ces autres se vendant bien mieux le cas échéant, mais la postérité en a décidé autrement, au point de mythifier le titre et sans doute à plus ou moins bon droit. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être aujourd'hui le pulp le plus connu des amateurs d'imaginaire, et si les stars de l'époque, telles Seabury Queen et son très populaire détective de l'occulte Jules de Grandin, ont parfois sombré dans l'oubli, d'autres auteurs, par contre, qui y ont fait leurs premières armes ou peu s'en faut, et y ont en tout cas publié nombre de leurs œuvres les plus célèbres, ont acquis un statut légendaire au regard de l'histoire des gens de l'imaginaire qui s'est répercutée sur la revue. Au premier chef, ceux que l'on a parfois désignés par commodité comme étant les trois mousquetaires de Weird Tales, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith et Robert E. Howard. Si Clark Ashton Smith a sans doute perdu en popularité au fil des décennies, hélas, Lovecraft et Howard ont par contre profité à titre posthume d'une reconnaissance sans commune mesure et qu'ils auraient été bien en peine de concevoir, d'autant peut-être que ce culte les concernant s'est globalement fondé sur des malentendus. Le mythe de Cthulhu développé par Auguste Derleth autour des récits de Lovecraft, ou la saga de Conan ordonnée, voire prétendument améliorée, sous la férule de Lion Sprague de Caen, débouchant par ailleurs sur des adaptations parfois très éloignées du matériau d'origine, en bande dessinée ou au cinéma. Autant dire que les Lovecraft et Howard que nous avons longtemps connus n'avaient pas forcément grand-chose de commun avec les vrais, entre guillemets. Les choses se sont améliorées ces dernières années, d'abord pour Lovecraft, ensuite pour Howard, grâce à l'intense activité critique de fans retournant à la source. Mais ce problème était accentué dans la mesure où leurs biographies ont longtemps brodé sur la légende et peut-être même sciemment, et du fait d'ailleurs d'un même coupable, entre guillemets, toujours, Lion Sprague de Caen, qui a consacré une biographie à chacun de ces deux auteurs. Mais cette voie mythique, pour être un détournement, n'en a pas moins contribué à établir la réputation des deux auteurs, bien au-delà du cercle initialement restreint de leurs lecteurs. Et tout cela a donc participé de la glorification de Lovecraft en tant que plus grand auteur d'horreur du XXe siècle, expression de Stephen King notamment, et de Robert E. Howard en tant que fondateur de l'heroic fantasy. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, de peu. Lors d'un voyage de Lovecraft à la Nouvelle-Orléans, Howard était censé l'y rejoindre, mais n'a finalement pu se libérer à son grand regret. Il a cependant chargé leur ami commun et Hoffman Price d'accueillir le voyageur. Price est d'ailleurs le seul auteur de leur cercle à avoir rencontré les deux hommes. Mais s'ils ne se sont donc jamais rencontrés, les deux écrivains n'étaient pas pour autant des inconnus l'un pour l'autre. Ils se lisaient, ne serait-ce que dans les pages de Weird Tales, et estimaient leurs œuvres réciproques, ceci avant même de s'engager dans une de ces épiques correspondances inhérentes à l'époque, et dont le gentleman de Providence avait tout spécialement le secret. Il en est résulté des échanges atteignant des proportions monstrueuses, une correspondance s'étendant de 1930 à 1936, qui prend brutalement fin avec la mort de Robert E. Howard, au fil de très longues lettres aux allures d'essais scientifiques, philosophiques et critiques, constituant une œuvre à part entière, et pas forcément la moindre, pour les deux auteurs. Petite note bibliographique, cette correspondance a été publiée par Esti Joshi, David E. Schultz et Rusty Burke, dans un ouvrage en 2 volumes intitulé A Means to Freedom, The Letters of H.P. Lovecraft et Robert E. Howard. Hélas, même si la somme en tant que telle est plus que conséquente, nombre des longues lettres de Lovecraft ont disparu après la mort de Howard. Celles qui restent suffisent pourtant à prendre toute la mesure de ces échanges, tandis que les lettres de Howard ont globalement été bien mieux conservées. Cette correspondance, là encore, a atteint un statut mythique, en appuyant tout particulièrement sur sa dimension de longue et acharnée controverse, opposant la civilisation chère au Romain Lovecraft et la barbarie ayant nécessairement le créateur de Conan pour champion. Ce qui est pour une bonne partie exact, mais ne saurait recouvrir l'ensemble des sujets abordés par les deux auteurs d'une extrême variété. C'est d'une estime réciproque que sont nés ces échanges. Lovecraft écrivait dans Weird Tales depuis les tout débuts de la revue, 1923, après s'être consacré pendant des années au seul journalisme amateur. À vrai dire, durant ses premières années de parution, on a pu considérer Lovecraft comme un des auteurs phares de The Unique Magazine. Edwin Baird, le premier éditeur de la revue, appréciait ses écrits et les publiait très régulièrement. Son successeur Farnsworth Wright de même dans un premier temps, avant de se mettre à refuser systématiquement ou presque les envois de Lovecraft,
en arguant de leur longueur et de l'impossibilité de les découper pour une publication en serial. Wright, par contre, a énormément publié Howard. Ce dernier, de 16 ans plus jeune que Lovecraft, publie pourtant dans la revue dès 1925 avec son récit préhistorique Lance et Crow. Même s'il connaîtra par la suite quelques années de doute et d'angoisse, sa carrière ne décollant vraiment au sein de la revue et au-delà qu'à partir de 1928. Lovecraft prisait certains des récits du jeune auteur texan et s'en faisait volontiers l'écho auprès de ses correspondants. Il en allait de même pour Howard, qui avait par exemple envoyé une critique très élogieuse de l'appel de Cthulhu à Weird Tales, lettre reproduite dans The Eyrie, la rubrique du courrier de la revue. C'est pourtant un autre texte de Lovecraft qui va faire office de déclencheur de la rencontre épistolaire entre les deux auteurs, et en fait une nouvelle antérieure, bénéficiant d'une deuxième publication dans les pages de la revue, Les rats dans les murs. Howard écrivit à nouveau à Farnsworth Wright, ne tarissant pas d'éloges, mais avançant aussi une analyse linguistique de la dégénérescence du héros de Lovecraft, impliquant aux yeux du jeune amateur d'études celtiques le ralliement de l'auteur à une thèse minoritaire concernant le peuplement de la Grande-Bretagne. Rien de la sorte en fait, Lovecraft, qui ne pensait sans doute pas tomber un jour sur un lecteur du genre de Howard, n'avait pas du tout creusé la question, n'avait pas d'opinion bien établie à ce sujet, et son procédé était plus esthétique qu'autre chose. Mais Wright a transmis la lettre de Howard à Lovecraft pour qu'il s'explique à ce sujet. Lovecraft a bien volontiers répondu à son jeune confrère, et non seulement l'échange ne s'est pas arrêté à cette question précise, mais il a pris les proportions que l'on sait. Car si les deux hommes s'estimaient a priori, leurs échanges n'ont pas tardé à les convaincre que se trouvait à l'autre bout de la plume quelqu'un de foncièrement intéressant et gagnant à être connu au-delà de ses seules nouvelles. Même si quelques malentendus affectent les premiers courriers. Lovecraft ayant déjà pris sous son aile plus d'un jeune disciple, et il continuera par la suite, joue peut-être un peu au mentor dans un premier temps, tandis que Howard en face se montre d'une extrême déférence, voire timidité. D'aucuns, tels Steve Joshi, ont avancé que Howard souffrait d'un complexe d'infériorité dans cette correspondance, expression qui n'a pas vraiment plu aux critiques howardiens. Disons que c'est effectivement possible dans un premier temps, mais que la nouvelle orientation, prise ensuite par cette correspondance, allait changer la donne en la matière, radicalement et pour le mieux, ainsi qu'on le verra plus loin. En l'état cependant, Howard discute bien volontiers sur ces sujets qui le passionnent. Les premières lettres tournent essentiellement autour des études celtiques, histoire, linguistique, anthropologie, et convainquent bientôt Lovecraft de la remarquable érudition de Howard en la matière, ce qui n'empêche pas de jouer quelque peu au professeur de son côté, comme par réflexe, en matière de versification notamment. Cette estime réciproque ira grandissant, et au-delà de leurs seuls poèmes et nouvelles qu'ils évoquent pour la forme, mais de manière assez professionnelle. Ils prennent par contre bien soin de louer les textes commis par l'autre. Mais ils privilégient globalement des sujets moins terre-à-terre, relevant de l'histoire mondiale aussi bien que locale, de la politique, de la philosophie, de la science, du folklore, chacun glissant en outre ses marottes dans ses lettres, avec des conséquences parfois surprenantes. Howard, qui écrit à Lovecraft à propos de sport, mais tout cela en s'assurant de leur conférer une forme littéraire à même de séduire un correspondant exigeant. Rien d'étonnant sans doute si nos deux auteurs de Weird échangent ainsi abondamment sur le folklore, d'abord sous couvert d'anthropologie. Par exemple, les deux écrivains, partant des questions de peuplement des îles britanniques, échangent sur la Pygmy Theory, et brodant parallèlement sur l'étude de Margaret Murray's A Witch Cult in Western Europe, aujourd'hui jugée obsolète mais très retentissante à l'époque et à laquelle Lovecraft s'est souvent référé, ils en arrivent au petit peuple tel qu'il a été mis en scène notamment par le gallois Arthur Machen, qui devait être d'une grande influence sur leurs œuvres respectives. Ils échangent sur le folklore, donc d'abord sous couvert d'anthropologie, mais ensuite en traitant de leurs ressentis personnels dans une optique passionnément régionaliste, vantant chacun sa patrie, son histoire et ses légendes. Lovecraft s'étend à longueur de page sur les délices weird spécifiques à l'en croire à la Nouvelle-Angleterre, et Howard répond par de vivants tableaux du Texas en particulier et du sud-ouest des États-Unis de manière plus générale, tableaux qui répercutent sur les villes champignons suscités par les booms pétroliers, la sauvagerie et la violence inhérentes à la conquête mythique de la frontière quelques décennies auparavant à peine. Ces pages enjouées sont d'une grande importance pour les deux écrivains, mais peut-être plus particulièrement pour Howard. Il trouvera ultérieurement à redire à l'amour exclusif de Lovecraft pour la Nouvelle-Angleterre, tout en suivant à terme l'opinion de son correspondant qu'il avait de longue date encouragé, ainsi qu'August Derleth quelque temps après, à écrire des nouvelles empruntant un cadre qui lui soit propre, cet environnement texan et au-delà qui lui réussissait tant dans ses lettres.
Quoi qu'il en soit, les deux auteurs ne manquent pas, à chaque voyage qu'ils effectuent, de livrer à leurs correspondants des comptes rendus extrêmement détaillés de leurs excursions. Ils parlent donc assez peu de littérature finalement, même si Lovecraft incite Howard à correspondre également avec les nombreux écrivains de son cercle, bâtis dans le journalisme amateur, puis étendus via Weird Tales. D'ailleurs, quand il leur écrit, c'est aussi pour les inciter à échanger ainsi que lui-même avec ce très intéressant personnage qu'est décidément Robert E. Howard. Ces lettres à d'autres correspondants par ailleurs sont sans doute bien plus appropriées que ces lettres à Howard, afin de déterminer ce qu'il pensait au juste du Texan et surtout de ses écrits. On a parfois voulu relever dans ces échanges dans le dos de Howard, entre guillemets, quelques perfidies, mais c'est une lecture à bien courte vue. Certes, le gentleman n'hésite guère à caricaturer l'écrivain de Cross Plains, sous des atours qu'il revendiquait d'une certaine manière. Un homme physique, un colosse, un rusto. Howard semblait incapable de s'envisager en intellectuel, ce qu'il était pourtant à bien des égards. Mais c'est aussi le portrait d'un homme sincère et enjoué. Certes, Lovecraft, coutumier du fait, emploie parfois des surnoms éloquents pour désigner l'écrivain, comme le maître du massacre, ou d'abord et avant tout le sobriquet récurrent de Tug Bob, parfois précisé la terreur de Cross Plains. C'est sans doute le surnom le plus fréquent désignant tant le cowboy que le boxeur. Notons qu'outre la correspondance, Lovecraft et le John Robert H. Barlow usent de ce sobriquet dans la nouvelle potache Le combat qui marqua la fin du siècle, où ils s'amusent à parodier l'ensemble de leur cercle, eux-mêmes compris, en niant par ailleurs être les auteurs de la blague. Howard y a un rôle tout à fait prépondérant. Certes, dans cette lignée, Lovecraft, mais pas plus que ses correspondants, moque gentiment l'ultra-violence des nouvelles de Howard et, c'est plus gênant, les combats interminables que le Texan met systématiquement en scène. Pour Lovecraft, l'action dans ce genre-là du moins ne saurait être artistique. Notre gentleman, porté sur l'aristocratie et l'élitisme, déplore souvent que Howard soit, de son propre aveu, un écrivain professionnel, adaptant de lui-même ses récits aux goûts ineptes de la populace. Pourtant, il prend en fait souvent sa défense face à des correspondants nettement moins enthousiastes, tels August Derleth, au moins dans un premier temps, ou plus tard Robert Bloch, très sévère pour les récits de Conan publiés à la chaîne d'Weird Tales. Et Lovecraft loue notamment sa puissance d'évocation, de ruines antédiluviennes ou d'une Afrique de cauchemar. Il en viendra bientôt à trouver la raison qui fait des nouvelles de Howard, quelles qu'elles soient, et cela vaudra aussi pour les Conan globalement appréciés, des réussites. C'est, à ses yeux, leur sincérité. Howard s'investit dans toutes ces nouvelles, et c'est ce qui les fait sonner juste, et les hisse donc bien au-dessus de la masse des pulps. Même quand il semble se vautrer dans la formule, et disons-le, quand il se vautre véritablement dans la formule, l'auteur n'est jamais totalement absent. Lovecraft ne cessera d'y revenir, au point d'ailleurs de s'accommoder de ce que Howard, au fil du temps, tende à délaisser un peu le genre spécifiquement weird, quitte à avoir recours à des artifices voyants pour conserver néanmoins sa place dans Weird Tales, ainsi d'une kyrielle de monstres envahissant sans grande pertinence les récits consacrés à Conan. Howard est bien avant tout un écrivain d'aventure, mais un des meilleurs qui soit. Dès lors, le déplorer serait parfaitement absurde. Mais cette sincérité de Howard n'exclut pas l'influence. Et tout naturellement, dans un sens, le Texan, confronté au Gentleman de Providence, va tenter à son tour de faire du Lovecraft, à l'instar de ces divers auteurs gravitant autour de lui, et qui, dans la foulée de Frank Belknap Long, avec tout d'abord la nouvelle Les Mangeuses d'Espace, considérée comme ayant initié le mouvement, vont constituer peu à peu la pseudo-mythologie que Derleth qualifiera enfin de mythe de Cthulhu. Howard avait été très vite intrigué, comme bon nombre de lecteurs de Weird Tales, par l'apparition sous diverses plumes de références communes, Cthulhu, le Necronomicon, etc., qu'il avait déjà croisé au moins dans l'appel de Cthulhu, mais qui étaient revenus dans d'autres textes. La revue a publié une lettre d'un certain N.J. O'Neill, s'étonnant de ce fait, cherchant à savoir s'il s'agissait bien de références authentiques, et mentionnant aussi s'être demandé si le nom de Catulos, dans la novella de Robert T. Howard, Le crâne vivant, était là encore une déformation de Cthulhu renvoyant à un panthéon occulte mais bien réel. Howard, qui n'avait certes pas calqué son Catulos sur Cthulhu, le nom avait été improvisé au regard du seul critère esthétique, demanda à Lovecraft ce qu'il en était, et le Gentleman de Providence lui révéla le poteau rose. Il avait semé dans ses propres récits bien des allusions totalement fantaisistes dans ce goût-là, mais en avait aussi épicé des textes souvent médiocres qu'il était amené à réviser. En l'occurrence, il s'agissait de l'exécuteur des hautes œuvres signé Adolphe de Castro. Tandis que certains de ses camarades s'étaient mis à jouer le jeu des emprunts de ce matériel d'ambiance, constituant ainsi une sorte de canular élaboré qui réjouissait d'autant plus Lovecraft
que sa vraisemblance était renforcée par le grand nombre de plumes en faisant usage, comme de quelque chose d'authentique et dépassant les individualités des auteurs. Nombreux sont les lecteurs à tomber dans le panneau dès cette époque, et The Diary en témoigne régulièrement, réclamant des réimpressions du Necronomicon ou, côté Howard, des chroniques némédiennes mises sur le même plan. Certains, tels le fantasque William Lumley, dont Lovecraft révisera ultérieurement une nouvelle, le journal d'Alonso Typer, étaient à vrai dire persuadés de la véracité de cette mythologie, contre les dénégations des nouvellistes s'il le fallait. Quoi qu'il en soit, Howard a bien volontiers joué le jeu à son tour, et Lovecraft ne s'est pas privé de faire, avec son accord, référence à des créations du Texan totalement détachées du mythe, les intégrant pourtant rétrospectivement dans le lexique du canular. Ainsi, dans la nouvelle Celui qui chuchotait dans les ténèbres, dans un passage aux allures d'incompréhensible litanie où l'auteur cite en fait à tour de bras influence des collègues, figurent entre autres Brad, renvoyant à Brad McMorn, personnage que Lovecraft appréciait particulièrement et il a cité Howard à le travailler davantage, et juste retour des choses, on y trouve également Elmur Catulos, ce qui donne ainsi raison, a posteriori, au fantasme de lecteur légitimement décontenancé. Et on en trouvera d'autres exemples par la suite, Chrome, la Valousie, etc. Mais la contribution de Robert E. Howard au mythe de Cthulhu a été plus ouverte que ces simples allusions éparses chez Lovecraft, renvoyant à un matériau à l'origine entièrement personnel. Porté par la recherche de débouchés divers dans les pulps, toujours en quête de nouveaux marchés fructueux, Howard s'est essayé, au cours de sa brève et intense carrière, à nombre de registres, parfois hautement improbables. Sans doute cependant avait-il déjà un goût marqué pour l'horreur qu'il ne ressentait par exemple pas pour le genre policier qu'il détestait. Et il a bien livré des nouvelles horrifiques tout au long de sa carrière, notamment mais pas exclusivement dans Weird Tales. De même qu'il a pimenté ses récits avant tout épiques de ce que l'on appellera Sword and Sorcery, avec des scènes relevant clairement de l'épouvante, dès lors irrémédiablement associées au genre. La rencontre de Lovecraft ne pouvait pas rester sans effet d'une certaine manière. Sans doute la volonté d'écrire des textes Lovecraftiens avait-elle cependant quelque chose d'expérimental pour Howard, tant la philosophie et l'approche des deux auteurs sont différentes, voire opposées, ce qui éclatera bientôt dans leur correspondance. Le mythe de Cthulhu est une notion complexe et largement critiquée, voire abandonnée depuis la mort de Derleth. Déterminer quels récits en font partie a toujours donné lieu à des foires d'empoigne guère assurées et sans doute passablement absurdes, certains voyant le mythe partout quand d'autres ne le voyaient nulle part. On a donc pu se demander combien de nouvelles de Robert E. Howard relevaient bien du mythe. Lynn Carter en comptait pour sa part 7, auquel il ajoutait le très bref poème, une seule strophe, Arkham. La plupart des critiques cependant ont considérablement restreint cette liste. Il faut avouer que certaines attributions du caractère mythique par Lynn Carter étaient indéfendables. Il intégrait ainsi dans le lot Le Royaume des Chimères, nouvelle du roi Kull écrite et publiée en 1929, avant le début de la correspondance avec Lovecraft, parce que la Valusie y était évoquée. Mais la Valusie est une création de Robert E. Howard spécifiquement appropriée à ce contexte et totalement détachée du mythe. Certes, Lovecraft y fera plus tard référence dans Les Montagnes Hallucinées, ainsi que dans l'Abîme du Temps, où l'on renvoie aussi aux hommes serpents ainsi qu'au chef cimérien Cromia, mais ça ne confère pas rétroactivement un caractère Lovecraftien au continent perdu où régnait Kull l'Atlante. En fait, c'est un procédé similaire de la part de Lovecraft à celui déjà évoqué concernant Bran et Elmur Catulos. Nombre des nouvelles citées par Lynn Carter en outre se contentent de citer ici Cthulhu, la Yog-Sothoth, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec le propos, et c'est sans doute bien insuffisant pour parler de nouvelles Lovecraftiennes. Elles ne le sont en rien, relevant plutôt d'un fantastique classique à base de fantômes, de vengeances posthumes, de pactes faustiens, etc. Par exemple, Ne me creusez pas de tombe, Celui qui hantait la bague, ou encore Le feu d'Ashurbanipal. Pour St. Joshi, cette dernière est cependant celle où les emprunts Lovecraftiens se mêlent le mieux à l'action howardienne. De même, le tentacule, à lui seul, ne fait pas l'indicible, contrairement à une idée semble-t-il assez répandue, ce qui disqualifie bien des nouvelles un peu trop légèrement envisagées comme cthulhiennes au seul motif des monstres qui les hantent et parfois très artificiellement. Certes, il serait sans doute un peu absurde de nier la parenté de ces créatures dans les Conan ou ailleurs avec les créatures de Lovecraft, mais cela ne suffit pas à conférer un caractère mythique à ces aventures. Dans certains cas, la question s'avère cependant plus complexe, ainsi pour la célèbre nouvelle de Brad McMorn, Les Vers de la Terre.
Mais on s'accorde le plus souvent à retenir au moins deux nouvelles dans cette catégorie, qui sont La Pierre Noire et La Chose sur le Toit, cette dernière étant finalement très anecdotique. Reste donc La Pierre Noire, qui mérite par contre amplement qu'on s'y attarde. Le texte a connu une certaine postérité, renforçant après coup son caractère Lovecraftien, en étant intégré par Auguste Derleth dans son édition canonique des légendes du mythe de Cthulhu, constituant pour un temps la référence officielle en matière de récit du mythe écrit par d'autres que Lovecraft. Plébiscité par certains comme Mark Finn ou Patrice Louinet côté howardien, affichant la conviction que cette nouvelle est unanimement considérée comme une des meilleures du mythe à n'avoir pas été écrite par Lovecraft, ou Robert M. Price côté Lovecraftien, là où d'autres sont bien plus réservés, ainsi Charles Hoffman et Mark A. Seracini, Brian Leno ou Ben Solon, et surtout Asti Joshi, La Pierre Noire tranche sur la production howardienne habituelle, en s'affichant sans l'ombre d'un doute comme un pastiche de Lovecraft au plein sens du terme. Entendre par là que les éléments proprement howardiens y sont très rares, tout au plus la référence à la conquête turque en Europe de l'Est, cadre historique qui intéressait l'auteur, voire notamment l'ombre du vautour. Précisons tout de même que ce cadre témoigne d'une influence parallèle à celle de Lovecraft, à savoir celle de Bram Stoker, et tout particulièrement de l'invité de Dracula, qui n'est sans doute pas pour rien dans la réussite de la nouvelle. En revanche, tous les codes Lovecraftiens, d'ores et déjà en voie de devenir des clichés, y figurent pour leur part, notamment via ce héros passif et prompt à l'évanouissement, sujet en tant que lecteur érudit et artiste d'une révélation épiphanique, sans doute inaccessible au commun des mortels, dans une nouvelle par ailleurs dénuée de la moindre action. Nous sommes on ne peut plus loin de Conan. Le pastiche concerne tant le fond que la forme, Howard y empruntant clairement le style Lovecraftien jusque dans son adjectivité hallucinée. Il l'avouait bien volontiers dans une lettre, l'histoire donne l'impression que j'essaye à ma manière brute et maladroite de copier délibérément votre style. Juste après, il prétendait toutefois que c'était inconscient de sa part, ce qui paraît peu plausible. Et, d'autant plus, le pastiche va très loin. Et n'étaient les intentions affichées de Howard et la pleine connaissance de Lovecraft quant à ce qu'il tentait ici, on pourrait presque parler de plagiat ou peu s'en faut. Dans sa structure, la nouvelle a en effet sans doute quelque chose de l'appel de Cthulhu, et Robert M. Price a aussi mentionné le parallèle saisissant que l'on peut établir entre la Pierre Noire et la Cité sans nom, mais au bénéfice de la première qui, toute relecture qu'elle soit, s'avère en fait bien plus convaincante. La nouvelle jouit cependant d'une belle ambiance et se montre au-delà d'une capacité d'évocation finalement typique de l'auteur. Peut-être cependant brille-t-elle avant tout par ses contributions au mythe. Chaque auteur ayant joué le jeu était amené à produire, jusqu'à l'absurde passé un certain temps, mais nous n'en étions pas encore là quand Howard écrivit sa nouvelle, ses propres dieux, livres maudits ou endroits qui ne le sont pas moins. On pourrait considérer que le village hongrois de Strigoi-Kavar mériterait de figurer parmi ces derniers, mais l'exotisme du cadre tranche sur la région d'Arkham, emblématique du procédé. L'éventualité de la définition par Howard de nouveaux dieux du mythe est rien moins qu'assurée. Mentionnons ici deux communications de Robert M. Price dans son fanzine Crypt of Cthulhu, dans un des premiers numéros à vrai dire, et ce sont des articles que généralement il ne faut pas trop prendre au sérieux. Mais on relèvera quand même donc qu'il a voulu considérer en faisant la part des allusions contenues dans 5 nouvelles de Howard, sans autre rapport, que la créature batracienne aperçue dans la pierre noire correspondait au Golgoroth simplement mentionné dans la nouvelle Les dieux de Balsagoth, au titre certes connoté, et citant encore d'autres divinités aux sonorités comparables comme Grod-Kolka, le dieu oiseau. C'est tout de même une supposition bien hardie et les bestiaires Lovecraftiens tels que celui établi par Lynn Carter, encore lui, ne se réfèrent pas. Mentionnons pour la forme que le même auteur a tenté de qualifier de grand ancien, mais dans un article plus bref encore et au prix de pirouettes guère convaincantes, l'être extraterrestre, humanoïde, à tête d'éléphant et autrefois doté d'ailes de chauve-souris, que l'on rencontre dans la nouvelle de Conan, La Tour de l'éléphant, et qui répond au nom de Yak-Kosha. Ce personnage étonnant n'a cependant guère les traits communément associés aux grands anciens, notamment en ce que, en tant que captif, il suscite une certaine empathie, même pour Conan, et semble avoir une certaine éthique bien éloignée de l'indifférentisme cosmique d'Azathoth, Yog-Sothoth et compagnie. Indifférentisme leur conférant, mais seulement aux yeux des hommes, avec leur compréhension étriquée et manichéenne du monde, un caractère maléfique dont Yak-Kosha est par ailleurs entièrement dépourvu. Pas vraiment de lieu du mythe donc, pas vraiment de nouvelles divinités du mythe non plus, Howard s'en est pour l'essentiel tenu aux livres et à leurs auteurs, en dédoublant le procédé Lovecraftien initial. En effet, La Pierre Noire renvoie à deux ouvrages imaginaires bien différents. Le premier est Le Peuple du Monolithe, long poème dû à un certain Justin Joffrey, mort prématurément à l'âge de 21 ans, après avoir passé une nuit terrible à Strigoi-Kavar.
À l'instar d'Abdullah Lazred chez Lovecraft, Justin Geoffrey est systématiquement qualifié de poète fou. Toutefois, le triste sort du poète, dont la biographie a été développée dans un fragment inachevé, La Maison, qu'Auguste Derleth à son habitude s'est senti obligé de compléter, le triste sort du poète donc renvoie en fait à un autre ouvrage, correspondant cette fois bien davantage à la démonologie Lovecraftienne, révélatrice de secrets impies, aspect essentiel de l'ambigu Necronomicon au-delà de son caractère poétique originel. Un traité du nom de Cultes innommables. Howard s'en tient à l'anglais Nameless Cults, parfois appelé également le Livre Noir, est dû à un érudit allemand du nom de von Junst, mort dans des circonstances aussi tragiques qu'improbables, renvoyant cette fois à la fin épouvantable d'Abdullah Lazred lui-même, telle qu'elle est relatée dans la brève histoire du Necronomicon qu'avait composé Lovecraft. À vrai dire, ce livre figure parmi les rares rivaux de l'Al-Asif, susceptibles, de par leur seule lecture, de plonger, eux aussi les lecteurs malencontreusement curieux, dans la folie furieuse. Une anecdote en rajoute encore sur cette propriété, mentionnant un ami de von Junst lisant ses derniers feuillets à l'asile où le cultiste a péri, et les brûlant aussitôt avant de se trancher la gorge. C'est là sans doute l'apport essentiel de Howard à la mythologie cthulhienne, même s'il prendra bien vite une forme lui échappant complètement. Le titre de ce livre ainsi a été très vite modifié. Lovecraft ayant fait la remarque à Howard qu'un titre anglais n'était guère satisfaisant pour ce tome allemand, August Derleth leur a fourni un titre original, entre guillemets, autrement évocateur, et c'est bien celui sous lequel le souvenir du livre serait perpétué dans l'abondante littérature Lovecraftienne, à savoir Unausprechlichen Kulten, qui est pourtant une traduction erronée, ayant donné lieu à un débat dans le cercle Lovecraftien, et Hoffman Price notamment avait pointé du doigt l'erreur. Mais le titre a finalement été conservé, tout fautif qu'il soit, en raison de son plus grand pouvoir d'évocation, émanant largement de ses sonorités plus hachées et éventuellement menaçantes, pour un non-germanophone s'entend. De la même manière, et sans que Robert Howard y ait la moindre part, on a attribué un ou des prénoms à von Junst. Friedrich Wilhelm deviendrait à terme la forme canonique via Lovecraft, en dépit de quelques contradictions occasionnelles. On avait rencontré par exemple le prénom Conrad. Dès lors, si Howard lui-même a couramment employé ces références dans d'autres de ses textes, il en a bien été très vite dépossédé, encore qu'avec son consentement. Mais Lovecraft en a abondamment fait usage, le cas échéant sous le titre allemand donc, dans la plupart de ses nouvelles des années 1930. La maison de la sorcière, le monstre sur le seuil, dans l'abîme du temps et celui qui hantait les ténèbres, mais aussi dans certaines de ses révisions, et notamment dans une surgie du fond des siècles, signée Hazel Hild, où le livre maudit de von Junst fournit la matière à de très amples développements portant sur le continent immergé de Mu. À mains égards, La Pierre Noire, et notamment du fait de cet apport mythique conséquent, est un pastiche tout à fait appréciable. Mais voilà, c'est un pastiche. Howard qui ne fait pas du Howard, mais du Lovecraft. Globalement avec réussite, mais certains passages dévoilent tout de même un auteur pas complètement à l'aise avec ce qu'il est en train d'accomplir, et qui est tellement éloigné de ce qu'il livre d'habitude. Peut-être Howard envisageait-il de développer tout ce matériau à la façon d'un cycle avec éventuellement un ou des héros récurrents, comme il en avait l'usage. L'idée semble assez plausible dans un premier temps, notamment au travers des récits où le Texan expérimente autour d'une sorte de club des aventuriers, rassemblant plusieurs personnages au nombre et aux attributs variables, qui sont autant d'avatars de détectives de l'étrange à la manière de John Silence ou Thomas Carnacki, les noms les plus fréquents étant Conrad et Kirawan, sans vraie certitude qu'ils désignent bien les mêmes personnages à chaque fois, notons toutefois que les deux noms figurent dans le fragment La Maison, ce qui les fait donc côtoyer au moins le souvenir de Justin Geoffrey. Mais cela ne va finalement guère loin. Ces nouvelles s'éloignent en fait bien vite de tout caractère Lovecraftien, n'en conservant que quelques allusions éparses pour la forme. Elles traitent bien plutôt d'un sujet commun aux préoccupations des deux auteurs, le petit peuple donc, ou jouent autrement sur le thème éminemment howardien de la mémoire raciale, à la façon des récits centrés sur le personnage de James Allison, quand elle ne se contente pas, comme mentionné plus haut, de broder sur des thèmes fantastiques autrement conventionnels. Howard s'en tient donc là pour ce qui est du pastiche Lovecraftien. Une nouvelle telle que La chasse sur le toit n'apporte à peu près rien de plus à cette matière. Il était conscient sans doute de ce que cette voix aussi amusante pouvait-elle paraître, et elle l'est assurément pour un lecteur du XXe siècle au fait du jeu littéraire en cause, s'avérerait rapidement une impasse. Or, Lovecraft justement le lui rappelait sans cesse, ce qui faisait la réussite des textes de Howard, c'était leur sincérité. L'expérience devait être dépassée pour revenir à quelque chose de plus personnel, y compris dans le genre horrifique. Et, comme on le verra, cela aboutira à quelques réussites notables. Mais peut-être faut-il faire ici un petit saut dans le temps et mentionner d'ores et déjà, pour ne plus y revenir,
la très médiocre nouvelle collaborative Le Défi d'Outre-Espace, 1935. Tous deux y font cette fois exactement ce que l'on attend d'eux, mais au point où c'en est caricatural. La différence n'en est que plus marquée. Mais l'évolution de la correspondance entre Howard et Lovecraft révèle toujours un peu plus combien les deux auteurs sont distincts, voire opposés. Le contexte historique, géographique et social n'y est sans doute pas pour rien. La providence wasp et feutrée du gentleman n'a pas grand-chose de commun avec l'hyperactive Cross Plains des booms pétroliers, et à mesure que tous deux vantent leur région et la décrivent en long et en large, leur incompréhension radicale du milieu dans lequel vit l'autre est de plus en plus flagrante. Lovecraft notamment s'avoue régulièrement stupéfait de ce que lui narre Howard à propos du Texas, mais à vrai dire, Bob en rajoutait sans doute, et avec brio, dans la veine très locale du Tall Tale, qui imprégnait déjà ses nouvelles autour du marin Steve Costigan, et deviendrait essentiel plus tard dans ses westerns humoristiques centrés sur les personnages de Breckinridge Elkins ou ses avatars. Reste que Lovecraft n'en revient pas tout particulièrement de la violence rapportée par Howard comme faisant encore le quotidien des villes texanes des années 30, héritage d'un mythe de la frontière toujours prégnant. Bientôt cette incompréhension radicale débouche sur les divergences d'ordre politique, ou plus exactement elle les met en lumière. Lovecraft, tout dévoué à l'ordre et à la sécurité, fervent défenseur de l'action nécessaire et juste de la police, apôtre sans faille de l'autorité, ne pouvait comprendre un Howard autrement libertaire, on ne dirait pas encore libertarien, farouche partisan en tout cas de la liberté individuelle, identifié à celle des pionniers, et n'ayant de cesse de condamner les abus et empiètements des institutions. Incompréhension bien sûr, réciproque, on s'oriente déjà vers la controverse opposant civilisation et barbarie. Mais avant d'aborder cette dimension essentielle de la correspondance entre les deux auteurs, il faut mettre en avant les divergences d'ordre philosophique qui les opposent, dans la mesure où elles s'expriment non seulement dans ces lettres, mais aussi dans leur fiction, véhicules plus ou moins conscients de leur fracture idéologique. On pourrait, en survolant hâtivement la question, établir quelques points communs entre les deux auteurs. Tous deux, après tout, affichent volontiers leur conviction d'un monde absurde et d'une vie pareillement dénuée de sens. Chez Lovecraft, c'est un aspect comme un autre d'une philosophie plus globale, un matérialisme mécaniste oppressant, d'une rationalité froide, expression cruelle de l'horreur qu'est pour l'homme un cosmos indifférent. Horreur ultime, car ne relevant pas d'un bête manichéisme supposant un bien absolu et un mal qu'il est tout autant. C'est bien pire que ça. L'univers ne saurait en effet faire cadeau à l'homme de son attention, quand bien même maligne. L'homme, bien loin d'être au centre de la création, n'est qu'un ersatz de vie éphémère et insignifiant, créé par erreur ou par jeu, nous dit-on dans les montagnes hallucinées, et appelé à sombrer bien vite dans l'oubli comme tant d'autres avant et après lui. Tandis que les civilisations, bien malgré elles et toutes arrogantes qu'elles soient, passent et disparaissent à leur tour comme autant d'organismes sans plus de raison d'être, et sans que cela change quoi que ce soit dans un monde qui ne les honore même pas de sa haine. Howard suit sans doute volontiers Lovecraft dans sa conception de l'absurdité de l'univers et de la vie. Précisons cependant que le Texan n'est pas un homme du dogme, contrairement à son correspondant. Il est porté au scepticisme et, s'il ne croit pas, il n'exclut rien. Lovecraft, l'athée, qualifie significativement Howard d'agnostique indécis dans une lettre à Émile Petera en date du 5 avril 1935. Il y a donc chez Howard cette même conviction de l'absurdité de l'univers et de la vie. Mais cependant, il en a une approche différente, une approche existentialiste. Consciemment ou pas, il se rapproche à certains égards de penseurs tels que Kierkegaard, Schopenhauer ou Nietzsche, qui ont pu influencer Lovecraft également. Dans la fanzine Lovecraft Studies, Paul Monteleone a livré plusieurs articles montrant comment on pouvait interpréter l'œuvre de Lovecraft à l'aune de ces divers philosophes. Mais ce qui oppose avant tout Lovecraft et Howard, c'est la place de l'homme dans ce monde absurde et, comme par voie de conséquence, dans leur fiction. Lovecraft affiche sa conviction de l'insignifiance de l'être humain. Ses héros, qui ne méritent guère ce titre, sont des personnages en creux aussi sophistiqués paraissent-ils socialement. La fonction de ces érudits est de ressentir et découvrir, quitte à s'évanouir sous le choc de la réalité. Bien loin d'être au centre de l'univers et même au centre des récits, ils sont tout au plus des témoins fondamentalement passifs de ce cosmos qui les écrase et écrase tous leurs semblables de son inacceptable indifférence. Dès lors, ils ne se voient guère offrir d'alternative. La confrontation à l'horreur cosmique, au travers de ces corrélations mises en avant dans le fameux premier paragraphe de l'appel de Cthulhu, les amène à sombrer dans la folie, sinon la mort. Et, comme de juste, cela n'a pas la moindre importance. Aussi ne se battent-ils même pas, le combat est par essence vain, et sans doute guère dans les us et coutumes de ces gentlemen propres sur eux, de toute façon,
qui sont autant de décalques plus ou moins conscients de l'auteur lui-même. Howard ici s'éloigne radicalement de son correspondant. L'absurdité du monde, bien loin d'anéantir les personnages et de les contraindre à une molle passivité dans l'attente d'une issue fatale et de peu d'importance, perd de son caractère essentiel aux yeux de héros bien décidés à se battre quoi qu'il en soit. Howard, en définitive, rattrape donc ses personnages pour les mettre au cœur de ses récits. Partant de l'existentialisme, il adopte une optique finalement anthropocentrique où la lutte fait intrinsèquement sens. Ces personnages, bien rarement des gentlemen érudits à la Lovecraft, se battent prosaïquement, en écho cependant d'un combat d'ampleur plus vaste qui a peut-être quelque chose de darwinien d'une certaine manière. Ces barbares, Kull, Conan, Bran McMorn, et éventuellement d'autres variantes comme le puritain fanatique Solomon Kane ou l'aventurier texan Elborak écumant les collines afghanes, ont un combat à livrer, et le livreront. L'horreur qui les environne n'a pour eux rien d'un phénomène insurmontable, ils refusent de se contraindre à l'accepter. Chez Howard, on peut, et peut-être même que l'on doit, affronter l'horreur, et il n'est pas exclu qu'on y survive, voire que l'on parvienne à la vaincre. La haine pouvant d'ailleurs jouer un rôle de motivation suffisante, quand bien même sa satisfaction ultime affirmera inévitablement sa futilité essentielle. L'horreur a donc des connotations bien différentes chez les deux auteurs, qui imprègnent forcément leurs œuvres respectives en en assurant la singularité. On a pu dans cette optique opposer un Lovecraft pessimiste et un Howard optimiste, mais ces qualificatifs sont de peu de poids, voire malvenus, car trop réducteurs. Une dichotomie de cet ordre est par trop naïve et, au regard des faits, ne tient absolument pas. L'opposition philosophique des deux auteurs est autrement complexe. Cette distinction essentielle jouera quoi qu'il en soit un rôle fondamental dans la bifurcation de la correspondance entre les deux auteurs, bientôt phagocytée par la controverse opposant barbarie et civilisation, laquelle s'étendra sur des années, ne s'interrompant qu'avec la mort de Robert E. Howard. On met systématiquement ce thème en avant, mais il ne faut pas s'y tromper, ce débat est d'autant plus complexe qu'il implique d'autres discussions que l'on ne pourrait dire corollaires, car ce qualificatif leur conférerait implicitement une valeur moindre. Ainsi, d'une importance à peu près égale, et outre le dégât, sécurité, ordre, autorité contre liberté, précédemment évoqué, on accordera une place conséquente à l'opposition physique contre mentale. Tout cela se mêle, formant une architecture complexe, où les incompréhensions de chacun relancent perpétuellement la discussion, quitte à sombrer à l'occasion dans la mauvaise foi. Surtout du côté de Lovecraft, en fait, qui déforme régulièrement les propos de son correspondant, consciemment ou pas. C'est tout particulièrement sensible dans la dimension physique contre mentale, où Lovecraft fait systématiquement de Howard un homme faisant primer le premier sur le second, tandis que lui-même ne saurait concevoir le mental que comme infiniment supérieur au physique. En fait, Howard ne défend pas du tout la position que Lovecraft lui attribue, il entend seulement dire que le physique n'est pas intrinsèquement inférieur au mental. Lovecraft en outre recourt volontiers au sarcasme, très fréquent de sa correspondance, mais qui passe ici très mal, car Howard s'en offusque bientôt, tempérament paranoïaque ou pas, c'est à débattre, on a pu parler de l'obsession de l'auteur pour ses ennemis, entre guillemets, d'où des réponses parfois cinglantes qui stupéfient Lovecraft de par leur violence soudaine. Il ne s'attendait pas du tout à une réaction aussi exacerbée et, pour le coup, en toute bonne foi. C'est à vrai dire au-delà de sa richesse thématique, car le débat est complexe, longuement discuté, au travers de quasi-essais pointus, aux nombreux enseignements et d'une rhétorique subtile. C'est donc, au-delà de la richesse thématique du débat, un atout essentiel de la correspondance entre Howard et Lovecraft finalement, et qui la distingue des autres correspondances des deux auteurs. Car le Texan, tout déférent voire timide qu'il ait été tout d'abord, abondant systématiquement aux propos de son estimé correspondant, voire faisant la course avec le gentleman sur des sujets où son sentiment réel pouvait être tout autre, ou du moins autrement nuancé, le racisme par exemple, eh bien, il ne compte pas éternellement se laisser marcher sur les pieds. Il n'apprécie pas que l'on se moque de lui et ne tolère pas indéfiniment la stature intantinée condescendante de son collègue, étalant volontiers son érudition et usant d'un rationalisme à tout craint pour asseoir la justesse scientifique de ses interprétations contre les simples intuitions préconçues de son camarade. La plume de Howard remise bientôt la courtoisie de côté pour exprimer au plus près le fond de sa pensée sans s'embarrasser de ménager son interlocuteur. On pense à Conan dans La Tour de l'éléphant, disant « En règle générale, les hommes civilisés sont plus malpolis que les sauvages car ils savent qu'ils peuvent se montrer grossiers sans se faire fendre le crâne pour autant. » Même si, quand les lettres abandonnent le temps d'un paragraphe ou deux la virulente discussion, la cordialité revient aussitôt chez les deux, mettant en avant le respect qui demeure pour l'adversaire, quitte le cas échéant et côté Howard, à s'excuser des emportements les plus sanguins de la lettre précédente.
Mais tout porte à croire en fait que Lovecraft, aussi surpris qu'il a été des assauts vengeurs de Howard, y voyait bien des raisons supplémentaires d'accorder une valeur à part aux Texans. Il n'a finalement pas pour Howard, que ce soit au cœur même de la joute ou dans ses échos épistolaires, de ces expressions très dures qu'il employait parfois pour d'autres correspondants moins doués, ainsi d'Auguste Derleth, aveugle volontaire absorbé dans des contemplations terrestres. La philosophie de Howard n'est pas la sienne, et sans doute n'est-il guère en mesure de la comprendre d'une certaine manière. Il n'en reste pas moins que l'antagoniste, exceptionnellement, est de taille à l'affronter, et mérite bien qu'on envisage sérieusement ses arguments, qui n'ont rien de lubie creuse et improvisée, mais témoignent d'une vision du monde aussi valable que la sienne, ce qui n'est cependant pas toujours facile à accepter. Les prémices de la controverse arrivent assez tôt dans les échanges des deux auteurs. En fait, dès les premières discussions sur le peuplement de la Grande-Bretagne, quelques aveux de part et d'autre présagent de la suite. Lovecraft affiche bien vite son amour de Rome et son identification, le cas échéant, à tel centurion de l'Empire, comme dans son rêve romain qui donnera lieu à une nouvelle de Frank Belknap Long. C'est là une passion ancienne, sensible dès son enfance et ses premiers écrits, et qu'il n'a jamais abandonnée, quand bien même il a ensuite développé un goût prononcé pour le XVIIIe siècle anglais et ses essayistes, mais que l'on peut voir d'une certaine manière comme une prolongation ou une variante du thème romain originel, lequel demeure imperturbable, incarnation parfaite des bienfaits de la civilisation. Howard est tout aussi porté que Lovecraft à se rêver dans des époques antérieures, et notamment celle de l'Empire romain, davantage même lui qui s'intéresse de près à la thématique de la réincarnation, à ceci près qu'il se figure systématiquement dans le camp opposé, celui des barbares. Au plein sens du terme, les Gaulois d'avant César, les peuplades britanniques originelles surtout, éventuellement plus tard les tribus germaniques précipitant la chute de l'Empire et donc de la civilisation. L'identification irlandaise de l'auteur qui se mue au-delà en identité celtique est un aspect fondamental de la personnalité de Robert Irvine Howard. Il y revient sans cesse et avec fougue. Sa littérature en dérive pour une bonne part, même si ce n'est pas sans paradoxe, notamment en ce qui concerne les Pictes, son peuple fétiche, qui traverse tous ces cycles en partant au moins des royaumes turiens de Kull jusqu'à Bran MacMorn et sans doute même au-delà. Non pas des géants blonds aux yeux bleus, même si ces ariens archétypaux ne sont certes pas absents des œuvres de l'auteur, par exemple dans les nouvelles de James Allison, explorant la thématique de la réincarnation ou mémoire raciale donc, mais plutôt des individus plus ramassés à la pigmentation plus sombre et aux cheveux noirs. Bran MacMorn, bien sûr, le dernier et le plus grand des rois des Pictes, est ici une figure essentielle, mais Kull ou Conan, dans un passé fantasmé, ou à l'autre bout du spectre temporel Francis Xavier Gordon dit Elborak, d'ascendance irlandaise, Howard le précise, sans être eux-mêmes des Pictes, Kull et Conan les côtoient et affrontent cependant, correspondent à certains égards à ce schéma anthropologique. La lutte vaine de Bran contre Rome prend ici une résonance toute particulière, notamment quand le roi, sous le coup d'une dangereuse colère, fait appel au terrible ver de la terre pour briser l'avancée des légions, rejoignant ainsi la thématique du petit peuple, elle aussi primordiale et témoignant d'une pensée complexe, sinon confuse, quant aux Pictes, etc. Quant à Kull ou Conan, ce sont essentiellement des étrangers, barbares au plein sens du terme. Le sauvage Atlante, on est bien loin de la sophistication du mythe paladonicien, qui règne sur la Valusie, et le tenace cimérien qui, au fil d'une longue et riche carrière hors de sa contrée natale, a jamais abandonné une fois qu'il en a franchi la frontière, comme l'Atlantide pour Kull, carrière l'ayant vu incarner bien des rôles, posera sur son front la couronne d'Aquilonie, ce qui sera bien loin cependant de signifier la fin de ses aventures. En sens inverse, le cas d'Elborak est à relever. Nous y voyons en effet un homme né dans la civilisation, texan certes, et décidant de l'abandonner pour vivre dans la barbarie au milieu des clans afghans, schéma que l'on peut transposer dans une certaine mesure à un autre personnage howardien essentiel, à savoir le puritain Solomon Kane, qui abandonne bien vite l'Europe, aussi gothique soit-elle, pour défier les ténèbres dans une Afrique de cauchemar. N'est-il pas ici quelque chose d'une idéalisation de la part de Robert E. Howard, une projection peut-être? Un fait reste prégnant au-delà de ces différences, la conviction que la civilisation est temporaire, voire pathologique, là où la barbarie est l'état normal du monde. Fameuse citation figurant dans Au-delà de la rivière Noire, sans doute la nouvelle de Conan la plus riche à ce sujet, qui transpose la frontière dans l'âge iborien avec un Conan qui, pour être barbare, se bat cependant dans le camp de la civilisation, le royaume d'Aquilonie dont il deviendra roi ultérieurement, contre les inévitables Pictes. Ce n'est toutefois pas Conan qui parle ici, mais un compagnon civilisé. La barbarie est l'état naturel de l'humanité. La civilisation n'est pas naturelle, elle résulte simplement d'un concours de circonstances, et la barbarie finira toujours par triompher. Une lutte vaine de plus pour Conan donc, ce qui ne l'arrêtera bien sûr en rien.
Finalement, Howard pourrait rejoindre ici les conclusions de Lovecraft. Ce dernier, après tout, dans la lignée d'un Spengler, revenait souvent sur le thème du déclin puis de la décadence des civilisations. Thème en fait essentiel chez les deux auteurs, ainsi que chez Clark Ashton Smith d'ailleurs, et sans doute bien dans l'air du temps. Il s'agit pour ces écrivains qui ont intégré les bouleversements scientifiques qui, en l'espace de quelques décennies à peine, ont considérablement modifié la perception du temps historique et au-delà en le dilatant, de produire un effet d'émerveillement et de vertige comparable au sense of wonder de la science-fiction, en plongeant le lecteur complice et curieux dans une profondeur temporelle jusqu'alors inouïe. D'où ces innombrables civilisations préhistoriques, voire préhumaines, dont tous sont coutumiers, et d'autres encore telles à la même époque, si les publications seront bien plus tardives, J.R.R. Tolkien, mais la dimension métaphysique du légendaire tolkienien marque certes une différence capitale avec nos deux auteurs. Il y avait chez Howard avant l'histoire l'âge iborien de Conan, lequel plonge lui-même ses racines dans les royaumes turiens de Kull, tous ces cycles se mêlant pour esquisser la probabilité de mondes encore plus anciens, et en même temps se prolongeant vers l'avenir via un Bran McMorn dont l'Antiquité était déjà ô combien exotique, en autant que ce héros ranimait déjà un passé aussi indicible pour lui que pour les lecteurs avec les vers de la Terre, et un autre encore en ressuscitant Kull dans les Rois de l'Oni, et ce jusqu'à l'époque contemporaine, plus que jamais insignifiante, mais où demeurent parfois des échos de ces mondes anciens pas tout à fait disparus. Et, à chacune de ces époques, il se trouve donc toujours tels endroits oubliés de tous, où les civilisations d'antan réduites à une ombre parodique de leur grandeur passée végètent tant bien que mal, offrant un spectacle peu ragoûtant. Ainsi dans Les Clous Rouges, ultime nouvelle de Conan, mais les exemples sont légion, mentionnant peut-être dans un cadre plus contemporain La Vallée perdue, qui mêle petit peuple et cadre western. La décadence inéluctable est ainsi représentée dans tout ce qu'elle a d'insupportable, et le barbare est bienvenu qui y met charitablement un terme. Et très concrètement parfois, plusieurs nouvelles de Howard évoquent un ultime représentant d'une civilisation et même d'une race antique, préhumaine, souvent un humanoïde noir doté d'ailes. Sa rencontre avec tel ou tel barbare débouchera donc sur l'anéantissement de sa race sans même que le héros y prête la moindre attention. Par exemple, le Jardin de la Peur. Lovecraft jouait de même de cette dilatation de manière très récurrente. Nombre de textes anciens et éventuellement mineurs s'en faisaient déjà l'écho, comme Dagon ou La Cité sans nom, ou encore Polaris ou La Malédiction de Sarnath dans un contexte tout autre. Mais le procédé trouve sans doute son aboutissement dans les utopies préhumaines, décrites avec un luxe de précision tendant à l'exhaustivité, des montagnes hallucinées ou de Dans l'abîme du temps, à compléter avec la révision intitulée Le Tertre, signée Zélia Bishop, qui n'en a toutefois pas écrit le moindre mot. Rappelons aussi le cas de Surgit du fond des siècles, censément de Hazel Hild, nouvelle évoquée plus haut et qui relie Lovecraft et Howard à travers von Nuance et son livre maudit. Ajoutons que la décadence de ces civilisations chez Lovecraft pouvait aussi se compliquer de dégénérescence, de dévolution ou à minima d'atavisme. C'est parfois le cas chez Howard avec le folklore commun du petit peuple éventuellement via Machen, mais c'est moins systématique. Autant de thèmes qui cependant débordent la seule question de la décadence des civilisations, voyez Fait concernant Feu Arthur Jamin, La peur qui rôde, Les rats dans les murs ou Le cauchemar d'Innsmouth. Mais le regard que les deux auteurs portent sur la civilisation n'a rien de commun. Lovecraft se raccroche à la civilisation comme à une bouée de sauvetage. Il sait pourtant que c'est vain, ou du moins est-ce ce qui ressort de ses fictions. Mais la barbarie, inacceptable. La grandeur de Rome demeure au-delà de la chute. Le conservatisme exacerbé de Lovecraft, louchant régulièrement sur la réaction, joue souvent de ce thème. Et l'humanité, pour insignifiante qu'elle soit, ne saurait briller relativement autrement que dans les arts et autres facultés de l'esprit, à célébrer par-dessus tout le reste comme la plus grande gloire des hommes. On rejoint ici bien sûr le débat physique contre mental. Toutes ces discussions s'interpénètrent dans l'ensemble plus vaste barbarie contre civilisation. Howard, lui, prise la liberté de la frontière, qui est à sa manière la liberté du barbare, aussi idéalisée, consciemment peut-être, soit ce dernier. D'autant que les œuvres de l'intellect n'ont pas par nature une valeur supérieure à quoi que ce soit d'autre, la prétention de la civilisation éclatant en fait dans ce genre de présupposés absurdes. C'est sans doute là le trait saillant de la civilisation selon Howard, sa prétention à être supérieure à ce qu'elle est concrètement, un accident historique donc, et éphémère par-dessus le marché. Et cette prétention peut être en fonction des circonstances, soit aveuglement, soit hypocrisie. Et nous retrouvons ici le débat politique opposant sécurité, ordre, autorité et liberté, où Robert E. Howard semble triompher, mais tout particulièrement aux yeux d'un lecteur contemporain, certes, quand il dénonce avec fougue les crimes commis par les ennemis fascistes de Lovecraft en Éthiopie. Leur entreprise sanguinaire, injuste et hypocrite au nom de la civilisation est-elle si préférable à la barbarie qu'elle est supposée guérir ?
Le comportement de Lovecraft, remarque ici Howard, est éloquent, témoignant bien des contradictions insurmontables dont s'accommodent fort bien dans leur fanatisme les amis de la civilisation et autres héros de l'ordre. Howard, simplement parce qu'il conteste la gloire de Rome et de ses émules, et tout particulièrement telle qu'elle est supposée s'exprimer dans le fascisme, se voit aussitôt relégué au rang d'ennemi de l'humanité, voire carrément déshumanisé. Solution simple, bien plus brutale que toute barbarie. La prétention de la vieille Europe à cet égard est d'autant plus insupportable qu'elle ne saurait reposer sur autre chose qu'une série de mensonges servant de justification à des préconçus imbéciles. Le barbare, au fond, s'il tue, n'a du moins pas la mesquinerie de s'abriter derrière des concepts fantômes pour légitimer sa soif de sang et de pouvoir. Les correspondants ne cessent d'y revenir, les escarmouches se multiplient sur ces questions, au point d'en devenir parfois lassantes, y compris pour les auteurs, mais sans doute plus pour Howard que pour Lovecraft. Ils poursuivent cependant le combat, lettre après lettre. Tous deux ont leur moment où ils brillent. Mais quelqu'un l'emporte-t-il en définitive? Pour Astrid Joshi, la question n'a pas de sens. Lovecraft et Howard étaient bien trop sensés et dignes pour se vautrer dans quelque chose d'aussi futile et même puéril que la détermination d'un vainqueur. C'est probable, en effet. D'autres, cependant, ne sont pas de cet avis, et globalement, ce sont des Howardiens qui donnent raison à Howard, ainsi Don Aaron, Mark Finn ou Brian Lino. Mais mettons de côté les préjugés des deux camps, à tout prendre, et quelle que soit la sensibilité de chacun, oui, Robert E. Howard est probablement celui qui l'emporte, au moins au regard de la postérité, dimension que Astrid Joshi évacue sans doute un peu trop vite, mais peut-être aussi à l'époque. On n'aura pas l'indécence de faire du suicide de Howard un argument ultime. Ceci étant, dans les semaines et mois qui suivent, Lovecraft aura amplement l'occasion d'y revenir dans sa correspondance ou dans des notices nécrologiques. En ressort du moins l'estime profonde d'H.P.L., profondément affecté par cette perte tragique, pour ce Tougan Bob décidément sincère avant tout, qui se mettait entièrement dans tout ce qu'il accomplissait et l'emportait si souvent à la fin. Car la virulence des échanges, les sarcasmes ici, presque les noms d'oiseaux là, ne changent rien au fond, les deux auteurs s'appréciaient. En fait, la durée et la précision des échanges en témoignent d'elles-mêmes. Pourquoi sinon l'un comme l'autre se serait-il acharné dans cette longue guerre? Bien sûr, la fiction et la correspondance se renforcent mutuellement en tant qu'expression d'une même pensée, que celle-ci relève de la conviction ou de l'instinct. Les nouvelles illustrent le débat qui suscite sans cesse de nouvelles interrogations et de nouvelles pistes narratives à exploiter. Le ressenti des deux auteurs à cet égard est toutefois un peu plus différent. Après le fourmillement initial, Lovecraft n'écrit finalement plus guère de nouvelles sur cette période, une par an, deux au mieux, quelles qu'en soient les raisons. D'aucuns ont mis en avant la correspondance justement, ou peut-être la part trop importante accordée aux révisions, sans garantie cependant que Lovecraft aurait bel et bien écrit davantage de fiction personnelle sans cela, d'autant qu'il n'est peut-être pas pertinent de considérer l'œuvre intime qu'est la correspondance comme étant nécessairement inférieure à ses écrits publics, a fortiori aux yeux de l'auteur lui-même. Le rejet des montagnes hallucinées par Farnsworth Wright y a sans doute sa part de proverbiale goutte d'eau faisant déborder le vase. Déterminer une éventuelle influence howardienne sur la fiction Lovecraftienne, ou à minima de la controverse si ce n'est du barde de Crossplains lui-même, est d'autant plus délicat, au-delà du moins du lexique et des références mythiques envisagées plus haut et qui n'engagent pas à grand-chose. Peut-être toutefois la thématique commune du déclin des civilisations s'en est-elle trouvée renforcée. Quant à dire s'il s'agit vraiment d'une conséquence des échanges épistolaires. Une autre piste peut éventuellement être relevée, autrement précise, qui concerne le cauchemar d'Innsmouth. De l'aveu même de l'auteur, cette longue nouvelle avait pour lui un caractère expérimental. Si elle brodait sur des thèmes déjà explorés auparavant, dans Dagon, le festival, l'appel de Cthulhu, elle s'en distinguait toutefois par la part inattendue chez Lovecraft de l'action dans le récit. En l'espèce, la longue et complexe séquence de survival, où le narrateur, fuyant l'hôtel, assailli par les hybrides, s'engage dans une terrible course-poursuite, son salut impliquant de quitter l'infernal Innsmouth. Lovecraft n'est certes pas coutumier du fait, rares, somme toute, sont les scènes d'action dans ses nouvelles. L'anéantissement du jumeau invisible dans l'abomination de Dunwich peut-être, avec plus ou moins de réussite. D'autres scènes pourraient éventuellement correspondre, mais leur mode de narration, essentiellement le rapport après-coup d'une froideur objective, leur confère une patine bien particulière et fort éloignée des codes de l'action littéraire, comme par exemple quand le marin norvégien est confronté au grand ancien à la fin de l'appel de Cthulhu. Au mieux, on trouve bien quelques scènes de fuite, mais jamais aussi développées que dans le cauchemar d'Innsmouth, et l'évanouissement est une alternative fréquente et souvent raillée. Il paraît alors légitime d'envisager une possible influence de Howard, maître de l'action débridée s'il en est, sur un Lovecraft prêt à tenter l'expérience. Mais Lovecraft lui-même semble nier ou du moins atténuer cette possibilité. En effet, dans une lettre à Clark Ashton Smith datée du 29 janvier 1932, quelque temps après l'achèvement de la nouvelle, il explique que la fuite-poursuite
est le seul type d'action qu'il soit en mesure de concevoir dans ses textes et précise que mon héros puisse se retourner pour faire face à sa némésis intangible et se lance dans un massacre généralisé à la façon de Robert E. Howard dépasse les capacités de mon imagination. Certes, on peut trouver éloquent, paradoxalement, que Lovecraft mentionne de lui-même Howard à ce sujet. Peut-être donc le texte n'y était-il pas pour rien en fin de compte. Mais Will Murray, qui rapporte cette lettre, suppose que la véritable explication à cette action, plus échevelée que partout ailleurs dans l'œuvre de l'auteur, a des raisons plus prosaïques, sans être nécessairement incompatibles. C'était sans doute une concession aux attentes d'un autre pulp concurrent de Weird Tales, à savoir Strange Tales, et de son éditeur Harvey Bates, qui attendait des nouvelles moins atmosphériques que celles figurant éventuellement dans The Unique Magazine. Or, Lovecraft avait cruellement besoin d'autres débouchés, Farnsworth Wright lui retournant presque systématiquement tous ses textes. Il n'était pourtant pas homme à faire des concessions, même si certains documents laissent entendre que la part d'action prévue originellement était encore plus importante. Mais dans une lettre à Auguste Derleth précédant celle mentionnée plus haut, puisque datant du 10 décembre 1931, Lovecraft, évoquant le cauchemar d'Innsmouth, disait déjà qu'il ne le soumettrait même pas à publication. Ses concessions l'épuisaient et l'écœuraient, et le résultat ne lui paraissait de toute façon pas assez bon pour intéresser qui que ce soit. En fait, du vivant de Lovecraft, la nouvelle n'a été publiée que de manière amateur dans une brochure qui constitue de fait la seule publication de Lovecraft de son vivant, véritablement à son nom. Mais la nouvelle sera ultérieurement soumise à Weird Tales par Auguste Derleth en 1933, sans que Lovecraft en soit informé, un cas qui s'est produit à plusieurs reprises. Et Francis Wright a trouvé cette nouvelle fascinante, mais il l'a rejetée néanmoins au motif habituel que le texte était trop long et impossible à découper de manière pertinente en serial. La nouvelle figurera bien dans Weird Tales, mais seulement dans une édition abrégée et en janvier 1942 seulement, soit après le meurtre de l'auteur et celle du rédacteur en chef. Le cas de Robert E. Howard est on ne peut plus différent. La période couverte par sa correspondance avec Lovecraft correspond chez lui à un pic de créativité. C'est la deuxième moitié de sa brève carrière et l'auteur professionnel s'y montre plus que jamais productif dans bien des genres différents. Il signe alors la plupart de ses meilleures nouvelles, que ce soit sur le plan artistique ou commercial, à supposer que les deux puissent être dissociés dans son cas. Et la correspondance avec Lovecraft y a sans doute sa part, au moins indirectement. Pour citer Mark Finn, que l'écriture de Robert ait évolué pour le mieux après que Lovecraft est entré dans sa vie est indéniable. Si le gentleman de Providence se fait plus rare dans les pages de Weird Tales pour la période, Howard y est par contre omniprésent, notamment pour ses aventures de Conan, le plus fameux personnage de l'auteur et de loin, créé à cette époque, et qui, au fil de nombreux récits composés en l'espace de 4 ans seulement, enchaînera les aventures dans The Unique Magazine, régulièrement sous la forme de serials qui plus est. Au point de susciter la lassitude chez certains lecteurs, éventuellement membres du cercle Lovecraft, mais nettement moins enthousiastes que lui à cet égard, car Lovecraft loue régulièrement les Conan, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ainsi du jeune Robert Bloch, dont une lettre publiée dans le numéro de novembre 1934 de Weird Tales est pour le moins colorée et éloquente à ce propos. Farnsworth Wright est enthousiaste et ne s'embarrasse à vrai dire pas de trier le meilleur et le pire. Les récits à formule abondent entrecoupant les pépites et récoltent peut-être plus souvent encore les couvertures dénudées de Margaret Bondage. Mais Conan, si Howard le présente comme une création presque instinctive, lui serait apparu subitement mélangeant des traits empruntés à plusieurs personnes bien réelles de sa connaissance et lui aurait lui-même soufflé ses histoires, ne peut sans doute être totalement isolé du contexte de la correspondance avec Lovecraft. Ultime incarnation du barbare, au point d'en susciter un véritable archétype auquel on se référerait sans cesse par la suite, mais sans toujours bien le comprendre, le cimérien est un prétexte de choix pour prolonger la controverse dans un cadre fictionnel. Et c'est sans doute vrai même des textes les plus faibles, mais a fortiori dans les chefs-d'œuvre du cycle, et notamment sur sa fin, au-delà de la rivière Noire et les clous rouges. Rusty Burke affirme que ces deux nouvelles essentielles sont directement issues de la controverse avec Lovecraft. Mais Conan n'est pas tout, Howard. Dans cette période de fécondité créatrice, le Texan multiplie les nouvelles dans des registres parfois bien éloignés de cette héroïque fantasy naissante, et globalement avec un égal succès, sinon plus. Après Conan, Howard livrera ainsi nombre de westerns humoristiques mettant en scène Breckinridge Elkins, ou éventuellement un de ses avatars sous d'autres noms, et c'est une réussite tant artistique que commerciale, au moins du niveau de Conan, probablement encore davantage. Or, ces nouvelles aussi doivent peut-être quelque chose à la correspondance en raison de leur cadre régionaliste. Nous y arrivons. Certes, tous les récits conçus dans ce contexte ne s'avèrent pas aussi pertinents dans leur répercussion des thèmes abordés dans la correspondance avec Lovecraft. Le roman inachevé Almuric, un Sword Planet dans la lignée d'Edgar Rice Burroughs, n'est probablement pas une réussite, mais il a d'intéressantes allures d'exutoire dans les moments les plus frustrants de la controverse, au point de constituer une utopie barbare sidérante d'excès et de brutalité,
notamment dans sa glorification du physique sur le mental. Bien d'autres textes, dans bien d'autres genres, avec éventuellement d'autres héros récurrents, Elborak par exemple, pourraient être mentionnés ici, que la correspondance avec Lovecraft a favorisé, sinon suscité. Mais l'orientation la plus significative à en résulter n'est peut-être pas là où on le suppose, car avant même la controverse opposant barbarie contre civilisation, mais elle fournit encore bien des occasions d'y revenir, Lovecraft avait affirmé à Howard, et à d'autres d'ailleurs, qu'il aurait tout intérêt à emprunter pour ses nouvelles le cadre du sud-ouest des États-Unis qu'il connaissait si bien et rendait si admirablement dans ses lettres. Howard assez tôt a reconnu qu'il aimerait en faire quelque chose, encore que sans certitude d'être à la hauteur. Ces mondes secondaires, bon, le terme est sans doute contestable en ce qui le concerne, offraient parfois des opportunités d'user de ce cadre de manière déguisée. C'est sans doute le cas dans Au-delà de la rivière Noire, par exemple, même si la thématique de la frontière peut parfois imprégner d'autres récits de manière plus inattendue, comme ceux par exemple de Solomon Kane. L'utilisation affichée du cadre texan, éventuellement étendu au sud-ouest des États-Unis, avec aussi quelques excursions dans le sud profond des plantations, sera cependant relativement tardive, mais offrira plus que jamais l'occasion à l'auteur de briller. Or, ce cadre n'a pas concerné que les Breckinridge Elkins et compagnie, ou même les seuls westerns, humoristiques ou pas. Il a notamment trouvé à s'exprimer dans des nouvelles fantastiques tout à fait brillantes, incomparablement plus que tout ce que l'auteur avait auparavant commis dans le genre, en y incluant la pierre noire. Alors même où la dimension weird de ces récits de Sword and Sorcery tend à s'amoindrir, ou du moins à se montrer toujours plus secondaire, accentuant du coup la dimension aventure, ce que Lovecraft lui-même avait bien perçu et dont il s'était parfaitement accommodé, les textes spécifiquement weird de Robert Howard renouvellent la matière avec un brio encore inédit chez lui et plus personnel que jamais. Cette dimension doit tout particulièrement retenir notre attention, car si Howard fait enfin comme Lovecraft le lui suggérait, c'est aussi l'occasion, le cas échéant, d'un cinglant retour à l'envoyeur. L'horreur dans le tertre est une nouvelle significative à cet égard, parfois considérée comme pierre fondatrice du genre weird western. S'il s'agit somme toute d'une histoire de vampire relativement classique, encore que pas assez aux yeux de certains qui avaient trouvé à se plaindre des fantaisies de l'auteur dans le courrier des lecteurs, elle bénéficie d'un remarquable travail sur l'ambiance, celle-ci étant d'autant plus pertinente que les personnages principaux n'ont décidément rien des protagonistes en creux courants dans le genre, et notamment chez Lovecraft. Ces deux paysans tout particulièrement pouilleux, un Américain plein de morgue et un Mexicain superstitieux, à bon droit, confèrent au récit une âme très particulière, permettant au régionalisme de s'exprimer aussi subtilement qu'efficacement. Ce cadre aux frontières du western a pu susciter d'autres textes intéressants, comme dans sa foulée La Vallée perdue, où de bien plus classiques cowboys tombent sur une civilisation perdue, très petit peuple. Les deux nouvelles les plus intéressantes pour notre thématique décalent cependant l'action vers l'est et donc le sud profond. Peut-être peut-on parler de Southern Gothic. Les Ombres de Canaan est un texte d'un abord délicat pour nous autres lecteurs de ce début du XXIe siècle. Son racisme étouffant, et rares sans doute sont les nouvelles de l'auteur où il s'exprime autant, mentionnons tout de même Le Crâne Vivant et le récit de Conan, La Vallée des Femmes Perdues, en rappelant que le racisme de Robert Howard n'a pas grand-chose à voir avec celui de Lovecraft. Ce racisme donc ne doit cependant pas empêcher de relever les points où la nouvelle fonctionne, mais peut-être d'autant plus douloureusement du coup, car on a là encore à faire un solide travail sur l'ambiance et la peur de ces blancs confrontés à un soulèvement noir dans une région particulièrement sinistre de l'Arkansas, et qu'il devient d'autant plus, est palpable à chaque paragraphe. Le héros par ailleurs est d'une certaine ambiguïté qui le rend bien plus intéressant que bon nombre de ses collègues hors cycle récurrent dans l'œuvre howardienne, ambiguïté qui touche à ses présupposés racistes d'ailleurs et de manière plus flagrante à sa sexualité trouble. Howard fait figurer dans sa nouvelle un personnage de métis érotisé au possible qui suscite chez le héros un désir irrépressible, par sorcellerie peut-être. Quoi qu'il en soit, la dimension érotique de la nouvelle est assez remarquable, étrange par exemple avec le personnage féminin central dans La Chevelure de Méduse, révision de Lovecraft signée Zelia Bishop, pourtant assez proche dans le principe. Femme fatale, séductrice à la faction d'un succube, dans un même cadre de plantation d'après l'esclavage. Mark A. Cerasini, dans son article Dark Passion, A Comparison of Medusa's Coil and Black Canaan, dans le numéro 11 du Crypte de Cthulhu, a poursuivi la comparaison. Elle est significative au-delà, en effet. Chez Howard, approche frontale, et notamment sur le plan sexuel, séduction et affrontement physique, le héros survit grâce à l'intervention d'un partenaire. Chez Lovecraft, nombre non dits et goût du secret, séduction et affrontement avant tout intellectuel, connaissance en occultisme et en art notamment, le héros meurt malgré l'intervention d'un ami, un artiste qui voit donc plus profondément au cœur des choses, ce qui permet cependant de se débarrasser de la femme blasphématoire. Mais Lovecraft, même dans cette commande, tout à fait navrante par ailleurs, si les ombres de Canaan peut être sauvées vaguement en dépit de son transraciste, ce n'est certainement pas le cas de La Chevelure de Méduse, texte de plus en plus consternant jusqu'à son final affligeant.
Lovecraft donc ne pouvait certainement pas produire quoi que ce soit d'aussi charnel que Howard. Son horreur ici est intellectuelle à sa manière habituelle, et la séduction exercée par Marceline l'est tout autant. Le cadre enfin sonne moins juste chez Lovecraft Bishop, car davantage emprunté. Mais c'était bien justement une excursion de Lovecraft dans un sud mythique qu'il ne connaissait sans doute guère, même s'il y effectuera plusieurs voyages ultérieurement. Il est sans doute utile d'ailleurs de mentionner ici les 3 révisions signées Zelia Bishop, et dont elle n'a pas écrit la moindre ligne, donnant tout au plus quelques très vagues indications plus thématiques que narratives à son nègre Lovecraft. La chute grotesque de la chevelure de Méduse semble ainsi être de son fait et pas grand-chose d'autre, mais la novella Le Tertre a en fait été entièrement écrite et conçue par Lovecraft, à partir d'un unique paragraphe se contentant d'évoquer des fantômes d'Indiens apparaissant régulièrement sur un tertre, bien loin du fascinant tableau de la civilisation souterraine de Kenyan, qu'en tirera le gentleman et qui fait toute la réussite de la novella. Mais justement, si la chevelure de Méduse évoquait les plantations du sud profond, le tertre ainsi que la malédiction de Yig empruntaient un cadre plus encore inédit pour Lovecraft, l'Oklahoma, bien loin de la Nouvelle-Angleterre plébiscitée par l'auteur, mais par contre juste à côté du Texas de Howard. Or, ces 3 nouvelles ont été révisées vers 1929-1930, soit immédiatement avant le début de la correspondance entre les 2 auteurs. Peut-être cette expérience n'était-elle pas pour rien dans l'enthousiasme de Lovecraft à voir Howard user d'un cadre équivalent. Et peut-être faut-il dès lors en relativiser l'assertion toujours reprise de l'image dans la maison déserte, nouvelle bien antérieure, 1920, voulant que la Nouvelle-Angleterre soit le terrain de prédilection du weird et de l'horreur, seul à même de satisfaire les épicuriens de la terreur. Une note ici concernant la malédiction de Yig et ses histoires de serpents, car Lovecraft a beaucoup échangé sur le sujet avec l'herpétophobe Howard par la suite. Mais attention, par la suite seulement. Brian Eno, dans un article, semble croire que les échanges des 2 auteurs sur les serpents servaient à la documentation de cette révision, mais elle avait été faite et publiée en 1929, un an avant le début de la correspondance entre les 2 auteurs. Brian Eno de même fait la remarque que le personnage de Celia dans Les Pigeons de l'Enfer était une référence à cette Zelia Bishop. Ça paraît assez peu probable et fondé sur pas grand-chose. Mais tout cela nous amène à envisager un dernier texte de Robert Howard, et sans doute le plus édifiant dans cette problématique, Les Pigeons de l'Enfer. Nouvelle qui, en dépit de son titre déroutant, est très probablement le meilleur récit d'horreur jamais conçu par Howard et sans doute bien plus encore. Or, cette histoire, à nouveau sudiste et empruntant pour l'essentiel le cadre d'une vieille plantation abandonnée, on est là encore, et en fait à cet égard plus que pour les ombres de Canaan, tenté d'envisager en parallèle la chevelure de Méduse. Cette histoire donc est saturée de traits renvoyant à Lovecraft et éventuellement de moqueries, même si ce n'est pas le cas concernant ces pigeons, alors même qu'un lien existe bel et bien à ce sujet entre les 2 auteurs. Âmes des défunts Blassingville, on peut sans doute les rapprocher des englouvants psychopompes de l'abomination de Dunwich. Howard avait apprécié cette idée et l'avait signifiée à Lovecraft. Nous parlons bien sûr ici d'un vrai lien entre les 2 auteurs. Quand John Heron, dans un article, s'interroge à propos de ces pigeons en y cherchant une origine chez Lovecraft, dans Fungi du God plus précisément, cela sonne comme une mauvaise blague et c'est sans doute bel et bien ce que c'est. Le fait demeure, la part de caricature est à peu près certaine en l'espèce si on ne l'a affiché que récemment, Brian Eno en fait dans un article important, mentionnant que seul Ramsey Campbell avant lui avait au moins envisagé cette possibilité. Par ailleurs, cela dépasse largement la parodie des titres de chapitre, celui qui sifflait dans les ténèbres, l'appel de la Zuvambie, si évidente qu'on est en droit de se demander aujourd'hui comment elle avait pu ne jamais être relevée jusqu'alors. Il s'agit bien pour Howard de démolir l'assertion douteuse de Lovecraft concernant la Nouvelle-Angleterre et l'horreur, exprimée notamment dans le paragraphe introductif de l'image dans la maison déserte, avec le bémol exprimé plus haut, mais paradoxalement en faisant justement ce qu'il lui suggérait, à savoir user d'un cadre régionaliste connu, permettant d'asseoir l'ambiance et de l'ancrer dans un réalisme toujours utile, les préoccupations de Howard depuis quelque temps déjà. Rappelons que pour lui, les aventures de Conan étaient parfaitement réalistes, et même ce qu'il avait accompli de plus réaliste. Les personnages au début de la nouvelle sont précisés comme étant originaires de Nouvelle-Angleterre, à 6 reprises tout de même. On conclura sans peine de cette insistance qu'elle n'a rien d'innocent. Et ils ont un profil très Lovecraftien, des érudits curieux, voyageurs mais pleins de préjugés, et qui, alors même que le Sud profond leur réserve bien des mauvais tours, dans cette inquiétante plantation délabrée où ils ont l'idée saugrenue de passer une nuit, ne peuvent rattacher le surnaturel et la magie noire qu'à leur patrie adorée. Ces personnages, ou plus exactement celui qui reste très vite, ont par ailleurs un trait éminemment Lovecraftien, ils sont prompts à s'évanouir, et de manière plus générale ils sont faibles, passifs et tout sauf combatifs. Qu'ils soient une caricature de héros Lovecraftien ne fait aucun doute. Peut-être sont-ils en même temps des caricatures de Lovecraft lui-même. On a pu l'avancer, mais sans grande certitude. Il en va en fait de même pour le personnage du shérif qui les contrebalance, autrement dur et fort que les autres, peut-être même au point d'en être texan.
Il est prêt à affronter l'horreur, physiquement. Là encore, le personnage évoque sans surprise toute une kyrielle de héros howardiens. S'agit-il pour autant de Howard lui-même? Même chose que précédemment. Mais nous avons bien un héros actif opposé à un héros passif, et c'est là l'essentiel, leur distinction étant un écho probable du débat opposant physique et mental. La réalité de la satire ne saurait faire de doute, de même que la qualité exceptionnelle de ce texte qui, miraculeusement, parvient à dépasser le seul registre parodique pour exprimer l'horreur avec un brio rare. Rien d'étonnant à ce que Stephen King en ait fait une des plus grandes nouvelles d'horreur du XXe siècle. C'est un sommet de l'œuvre howardienne prise en tant que telle, et un exemple éloquent des conséquences éventuelles et parfois inattendues de la correspondance entre Howard et Lovecraft. Ce texte ne sera toutefois publié dans Weird Tales qu'après la mort des deux auteurs. C'est d'autant plus regrettable que la réaction de Lovecraft à sa lecture aurait été du plus grand intérêt, car la relation entre les deux auteurs était sans doute complexe, et il serait regrettable, passé les premiers temps courtois, de se fonder sur l'évolution parfois rugueuse de leur correspondance pour sombrer dans le Howard contre Lovecraft. Ce que fait un peu Brian Eno dans son article, hélas, ce qui n'enlève rien à la pertinence de son analyse, c'est dans le registre des conséquences et des généralités que c'est plus douteux. Quoi qu'il en soit, cette abondante correspondance, notamment dans son aspect de controverse, mais aussi au-delà, s'est donc accompagnée d'évolutions bienvenues dans la fiction de Robert E. Howard, qu'elle a abondamment nourrie. C'est sans doute moins vrai du côté de Lovecraft, d'autant qu'il s'est montré globalement moins actif en la matière durant cette période, mais ces échanges étaient des plus enrichissants pour les deux. Ils ont hélas connu une interruption brutale, le 11 juin 1936, dans des circonstances que la légende a parfois obscurcies. Robert E. Howard se suicide d'une balle dans la tête. La nouvelle est un choc pour Lovecraft et pour bien d'autres encore. Le tempérament suicidaire de Howard a depuis été mis en lumière, c'était chez lui une préoccupation ancienne qui ne manquait peut-être que d'une occasion pour se réaliser. En l'espèce, la nouvelle que sa mère, ayant sombré dans le coma, n'en sortirait jamais. Elle meurt en fait le lendemain et tous deux sont enterrés au cours d'une même cérémonie. Mais elle a pris par surprise tout le monde, ou presque. Lovecraft en tout cas ne se doutait absolument de rien, et bon nombre de leurs correspondants communs étaient exactement dans la même position. Et la nouvelle affecte profondément le gentleman de Providence. Dans les jours qui la suivent, il est intarissable sur le sujet, multipliant les lettres désolées, revenant sur la carrière de l'auteur et la relation toute particulière qu'ils entretenaient. Ces hommages, qu'ils soient d'ordre privé dans ses correspondances ou publiques, car il livre des nécrologies, d'une sincérité émouvante, évoquent l'œuvre et l'homme avec une immense sympathie, et peu importe qu'ils ne se soient jamais rencontrés s'ils le déploraient comme de juste. Ces différents témoignages accordent aussi une place significative à leur fameuse controverse, qui sort ainsi de la sphère privée. Lovecraft toutefois ne survivra guère longtemps à son correspondant. Il meurt à son tour moins d'un an plus tard, le 15 mars 1937, à l'âge de 46 ans, emporté par un cancer de l'estomac. Mais leurs œuvres subsisteront, alors que ce n'était certes pas gagné d'avance. L'action d'Auguste Derleth et Donald Wandrei au sein de leur maison d'édition Arkham House sera salutaire pour les deux. Publiant d'abord Lovecraft, sa raison d'être, elle publiera à son tour Robert E. Howard en raison de la demande pressante de certains fans et en dépit de l'enthousiasme pour le moins modéré de Derleth. Et ces œuvres sont toujours là aujourd'hui, après avoir survécu à leur déformation des années 1960-1970. Elles ont depuis retrouvé leur pureté originelle, et au travers de l'intense activité critique d'un cercle de fans motivés, elles ont acquis le statut d'œuvres sérieuses, que leur publication initiale dans les pulps aurait pu prohiber. L'étude de la correspondance des deux auteurs a participé d'un même phénomène, et celle qui a uni ces deux géants de l'imaginaire, aussi logique à certains égards que paradoxale à d'autres, constitue en tant que telle une somme fascinante et d'une richesse impressionnante que l'on n'a pas fini de disséquer.